Des tours de piste en PA28 sur un aéroport aux portes de Paris et le moteur qui nous lâche juste après le décollage, ça vous intéresse? Je vous raconte ça maintenant. Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Pour ce troisième épisode de Retex, je vais vous raconter ma première vraie panne moteur, et pour l'instant, heureusement, la seule, j'espère que ça va durer, et je vais vous expliquer comment je l'ai gérée. Comme d'habitude, on commence par une petite mise en contexte. On est sur le terrain de Logne, dans l'Est parisien. C'est un vol en double commande sur lequel je suis instructeur, et on part pour faire des tours de piste. L'avion, c'est un Piper PA28 Warrior 2 de 160 chevaux. Et à l'époque où ça se passe, ça fait à peu près un an que je suis instructeur sur le terrain de Logne. Au niveau météo, il n'y a pas grand chose à dire, il fait plutôt beau, on a à peu près 4 nœuds de vent pile dans l'axe de piste, et ce jour-là, justement, la piste en service, c'est la piste 26, donc on décolle juste face à Paris. Donc comme je disais, c'est un vol d'instruction, on est parti pour faire des tours de piste. Juste après le briefing, on s'installe dans l'avion avec mon élève, il commence à dérouler ses checklists pour la mise en route, etc. On prépare l'avion, on demande le roulage, et on roule pour le point d'attente de la piste 26. Une fois au point d'attente, justement, on commence à faire notre préparation pour le décollage, on fait nos essais moteurs. Sur le Warrior, le moteur, c'est un simple moteur à carbu, pas d'injection, donc les essais moteurs sont plutôt simples, hein, c'est le classique, on met un peu de puissance, autour de 1800 tours, on fait les essais de réchauffe carbu et d'essais magnéto. Ensuite, on teste le ralenti, et c'est à peu près tout. Pour les essais de réchauffe carbu et de magnéto, grosso modo, ce qu'on va vérifier, c'est une certaine perte de puissance au moment où on engage la réchauffe carbu ou quand on va tester les magnétos. Les magnétos, il y en a deux, une pour chacune des deux bougies de chaque cylindre, une à gauche, une à droite. Pour ce qui est de la réchauffe carbu, quand on la teste, tout se passe très bien. Par contre, quand on arrive au magnéto, ça se passe pas tout à fait comme prévu. Quelques jours avant, sur cet avion, on avait déjà remarqué qu'on était à la limite de la tolérance du nombre de tours qu'on perdait justement sur les essais de ces magnétos, et avec un petit peu d'instabilité aussi sur l'une ou l'autre des magnétos, avec un régime qui n'était pas vraiment constant. La plupart du temps sur ce type de moteur, on doit noter une perte d'environ 175 tours quand on passe d'une magnéto sur l'autre, et pas plus de 50 tours d'écart entre les deux magnétos. Quand on a fait remonter le problème à la mécanique, on nous a répondu que c'était probablement à cause des bougies qui étaient encrassées. La plupart du temps en club, surtout quand on fait de l'instruction, on a tendance à toujours voler trop riche, on touche très peu à la mixture. Le problème, c'est que ça a tendance à encrasser les bougies, puisque tout le carburant n'est pas forcément brûlé à l'intérieur du cylindre. Ça crée des dépôts qui viennent se mettre sur les électrodes de la bougie, et du coup la bougie est plus capable de faire son étincelle. Quand on teste les magnétos, c'est là où justement on voit qu'il y a des pertes de tours qui sont supérieures à ce qui est tolérable, ou ça crée justement un petit peu cette instabilité de fonctionnement quand on n'est que sur une seule des deux magnétos au lieu d'avoir les deux qui tournent en même temps. Pour corriger le problème, ce qu'on nous conseille, c'est qu'au moment de faire les essais moteurs, pour décrasser un petit peu les bougies, premièrement, c'est de mixturer un petit peu, donc de réduire la richesse, de réduire la quantité d'essence qui va être mélangée à l'air quand on est au sol et qu'on fait les essais moteurs, et en même temps de faire quelques variations de régime, des mises en puissance et des réductions pour justement un petit peu secouer tout ce qui se passe dans les cylindres et essayer de décrasser un petit peu les bougies. Donc justement, c'est ce qu'on applique ce jour-là. Ça avait en effet réglé le problème sur la fois précédente. Donc ce jour-là, on fait nos essais magnéto, et sur une des deux magnétos, on note une perte de régime qui est de l'ordre de 180-190 tours. C'est pas énorme par rapport à la tolérance, mais ça reste au-delà de cette tolérance, donc c'est techniquement pas acceptable. Et en plus de ça, au moment où on fait l'essai, le moteur commence à tourner un petit peu bizarrement avec des petits ratés, des petits à-coups. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui marche pas bien. Du coup, je prends la décision, en me rappelant de ce qui s'est passé déjà avant, d'essayer justement de décrasser les bougies, encore une fois, puisque ça ressemble justement aux symptômes qu'on avait eu la fois d'avant. Et donc après avoir fait cette petite manip, je refais les essais magnéto, et là on est de retour dans les tolérances, ça dépasse pas les 175 tours de perte sur chacune des deux magnétos, on a moins de 50 tours d'écart entre les deux, donc on est revenu dans les tolérances normales des essais de magnéto. Du coup, une fois que ça c'est fait, on finit notre préparation pour le décollage, on s'annonce prêt, et on est autorisé à s'aligner et à décoller. Donc une fois aligné, on met la puissance, le moteur tourne correctement, on a la puissance disponible, on n'a pas d'alarme, la vitesse augmente. Pour l'instant, tout se passe bien. C'est le moment de la rotation, mon élève tire sur le manche, on commence la montée, et jusqu'ici, pas de problème particulier. On fait la montée initiale, et juste avant de virer en vent traversier, vers 6 ou 700 pieds sol, c'est là où ça commence à se gâter. Le moteur se met d'un seul coup à avoir des gros ratés, on a une énorme perte de puissance. Le moteur se met à donner des gros à-coups, ça fait trembler tout l'avion, comme si on était en train de jouer avec la manette de puissance à accélérer, ralentir, mais extrêmement rapidement. Donc tout de suite, j'applique ma checklist panne moteur, je change de réservoir, je rallume la pompe électrique, je vérifie que mes deux magnétos sont bien enclenchés, je vérifie que ma mixture est bien sur plein riche, et en même temps, je commence à pousser sur le manche pour garder de la vitesse, puisque là, on a clairement plus de puissance, le moteur, il tourne encore, mais il sert plus à rien, quoi.
Le problème, c'est que même en faisant ça, ça donne rien. Je joue en même temps un petit peu avec les gaz pour voir si ça change quelque chose. En gros, ça change pas le problème, ça réduit juste un petit peu les vibrations quand je réduis les gaz, mais ça fait pas fonctionner le moteur différemment, il n'y a pas d'amélioration en fonction de la position de la manette de gaz. Et justement là-dessus, il y a un point que je veux souligner, c'est l'importance de travailler les procédures de panne, les checklists de panne et comment y réagir. Et de toujours se préparer et d'anticiper, notamment au niveau des briefings avant décollage, les pannes ou les imprévus qui peuvent arriver. Typiquement, dans le cas qu'on est en train de voir aujourd'hui, au moment où le moteur commence à avoir des ratés, moi je réagis quasiment sans y réfléchir. En fait, j'ai commencé à appliquer la checklist littéralement dans la seconde après le premier à-coup du moteur et après qu'on ait noté que le moteur fonctionnait plus correctement. Et la checklist, justement, je l'ai exécutée quasiment sans me poser de questions et en l'espace de 2 ou 3 secondes, le temps de checker tous les paramètres. Et c'est là où justement on voit l'efficacité de la répétition de justement ces procédures, de pratiquer ces procédures de panne, ces procédures d'urgence. C'est que le jour où ça arrive, on en a tellement bouffé, on l'a tellement fait, qu'on réagit par instinct, par réflexe en fait, et que c'est là qu'on voit vraiment l'importance de travailler ça et l'effet que ça donne réellement. Et le temps que j'ai gagné justement à pouvoir exécuter cette checklist aussi rapidement, on va le voir juste après, c'est peut-être ça qui a fait la différence avec la réussite de l'atterrissage ou pas. Donc comme je l'ai dit, j'exécute la checklist, sauf que ça change absolument rien, et on est à peu près autour de 700 pieds sol, grosso modo. On vient de décoller face à Paris, je vais vous mettre des photos un petit peu de l'environnement quand on décolle de la 26 à Logne. En gros, devant nous, on a de la forêt et après l'agglomération parisienne. Le tour de piste à Logne, sur la piste en dur, c'est un tour de piste en main droite, donc dans le vent traversier, on avait commencé à tourner à droite, On est vraiment au tout début de la mise en virage, à la fin de la montée initiale, au tout début du vent traversier. Donc on a commencé à incliner l'avion à droite au moment où le moteur nous lâche. Justement, sur notre droite et en dessous de la vente arrière, il y a une autoroute. Mais grosso modo, pas vraiment de zone dégagée, pas vraiment de champs dans lesquels on pourrait se poser. Donc une fois que j'ai fait ma checklist et que je me rends compte que ça n'a rien changé, je suis déjà en train de prendre ma vitesse de planée pour essayer de me donner un maximum de temps et de chercher où est-ce qu'on va se poser. Vu qu'on était en montée, on n'a pas une super visibilité vers le bas puisqu'on a littéralement le nez de l'avion en fait qui nous cache la visibilité vers l'avant et vers le bas. Donc au moment où je commence à rebaisser le nez, c'est là où je peux commencer à regarder dehors pour savoir où est-ce qu'on va se poser. À ce moment-là, le petit fun fact, c'est que mon élève il est un petit peu perdu parce que lui il croit que c'est un exercice. Donc justement, il me demande ce qu'on fait, mais il panique pas forcément, ce qui est plutôt un bon point pour le coup. Mais lui, sur le coup, il a pas compris que c'était une vraie panne, et du coup, c'est à ce moment-là où il me demande ce qu'on va faire, et c'est là où je lui dis non, mais là, en fait, c'est pas un exercice, c'est pas un jeu, enfin, on fait pas semblant, on a vraiment le moteur qui vient de nous lâcher, quoi. Donc avec un P1-28 qui plane pas forcément super bien, 700 pieds sol, vous avez pas énormément de temps devant vous, on parle de à peine une minute et encore avant de toucher le sol. Donc moi, ce qui me passe par la tête, c'est que en rebaissant le nez, je vois que j'ai pas de zone dégagée devant puisque j'ai littéralement la forêt ou l'agglomération parisienne. Donc je commence à penser à l'autoroute et au moment où je tourne la tête, vu qu'on a commencé le virage à droite, on est déjà en train de se diriger vers l'autoroute, je me rends compte qu'en fait il y a des panneaux tous les 100 ou 200 mètres et qu'à aucun moment je vais réussir à passer entre deux panneaux pour réussir à me poser sur l'autoroute. On peut peut-être penser au trafic aussi, mais honnêtement, si un jour ça vous arrive et que vous avez la possibilité de vous poser sur une route ou une autoroute, ou que c'est la seule possibilité, qu'il n'y a pas de champ ou quoi que ce soit, évidemment, le mieux c'est de se poser dans le sens du trafic et pas à contresens. De toute façon, la plupart des avions vont arriver plus vite que ce que roulent les voitures, alors peut-être pas plus vite que 130, encore que la plupart des avions légers type PA-28, Cessna, vont se poser entre 50 et 70 nœuds, ce qui nous fait autour des 100-130 km/h à peu près. Donc vous allez voler au moins aussi vite que le trafic, et croyez-moi que quand les mecs ils vont voir un avion leur passer à 2 ou 3 mètres au-dessus de la tête, ils vont freiner. Donc les types qui sont devant vous, ils s'éloignent, donc ils sont pas gênants. Les mecs qui sont derrière, ils vont freiner, donc techniquement ça va vous libérer de la place. Mais là le problème c'est clairement la signalisation en fait, c'est les panneaux qui sont sur l'autoroute. J'aurais pas la place avec l'avion déjà d'avoir une pente d'approche suffisamment dégagée entre deux panneaux, et surtout après il faut quand même passer sous les panneaux. Et là, il n'y a rien qui me le garantit. Du coup, je me rends compte que cette solution, elle marchera pas. Et là, les options commencent pas mal à se réduire et je commence à vraiment stresser. Juste avant, il y a un gros shoot d'adrénaline, donc au moment où le moteur nous lâche, j'ai pas forcément le temps d'avoir peur ou de stresser, mais une fois que j'ai appliqué la checklist, que j'ai commencé à prendre ma vitesse, que je commence à regarder
où est-ce que je vais me poser, c'est un petit peu le moment de calme dans ce genre de panne. C'est qu'il y a le rush du début où on applique la checklist, mais après, il y a tout le temps entre la fin de la checklist et le moment où on touche le sol, où c'est juste du vol plané. Et du coup, là, on a le temps de réaliser un petit peu ce qui se passe, et c'est là où le stress va commencer à monter un petit peu. Donc là, je me rends compte que mes options se réduisent un petit peu comme peau de chagrin, et il me reste pas beaucoup d'options, et en fait, je fais le seul truc qu'on apprend à tous les élèves de ne pas faire quand on a une panne moteur en montée initiale, c'est de faire demi-tour. Donc je fais une petite parenthèse là-dessus. Dans l'aviation, le maître mot, c'est la sécurité. Et en fait, sur toutes les procédures qui sont établies, que ce soit les procédures de départ, les procédures d'arrivée, le décollage, les approches ou les gestions de panne et de situations d'urgence, la première chose à laquelle on pense et qui va guider tout le reste, toute la construction d'une procédure, c'est la sécurité. On veut une vitesse sécuritaire, on veut des manœuvres sécuritaires, on veut éviter des obstacles, etc. Donc, avec les 100 et quelques années d'expérience qu'on a aujourd'hui en aviation, et toutes les erreurs qui ont pu être faites par le passé, et tous les essais qui ont pu être conduits depuis, au fur et à mesure, on a mis en place des procédures pour presque tous les cas de figure. Pour le cas de la panne moteur en montée initiale, n'importe quelle école de pilotage, aéroclub, bref, n'importe quel organisme qui va vous apprendre à piloter un avion, quand vous arrivez à la phase où vous apprenez à gérer une panne moteur après le décollage, la première chose qu'on vous apprend, c'est surtout ne pas faire demi-tour. En tout cas, pas en dessous de 1000 pieds. Pourquoi? Parce que la plupart des avions légers n'ont pas des performances de plané qui sont hallucinantes, mis à part quelques exceptions, mais un avion classique type DR400, PA28, Cessna 152 ou 172, ça plane à peu près comme un fer à repasser. Le problème, c'est que quand vous vous mettez en virage, vous dégradez encore les performances de l'avion, en tout cas ses performances de vol plané, donc vous descendez encore plus vite. Donc l'idée, c'est de faire le moins de virages possible, et ce qu'on apprend à un élève, c'est de se poser dans un secteur d'environ 15 à 30 degrés en face de lui, on a tendance à dire un secteur 11 heures, 1 heure, et de se poser donc dans ce secteur-là, dans ce cône de 30 degrés en face de l'avion, pour éviter d'avoir à faire trop de manœuvres et à trop dégrader. Donc du coup, on apprend vraiment aux élèves à essayer de se poser devant et pas avoir le réflexe d'essayer de faire demi-tour pour se poser, parce qu'en fait, l'expérience a prouvé que dans la plupart des cas, quand on fait demi-tour, en fait, l'avion continue à descendre pendant tout le virage et on n'a pas le temps de finir le virage avant de toucher le sol et on se retrouve à se cracher avant la piste ou avant le champ qu'on aurait pu choisir. Sauf que, comme je l'ai dit juste avant, moi dans mon cas, devant, il n'y a rien du tout. Il n'y a que la forêt ou la banlieue parisienne. Comme terrain d'atterrissage, on a vu mieux. Donc du coup, la seule option qui me reste, et ce que je me dis à ce moment-là, c'est que perdu pour perdu, autant tenter le demi-tour. Et pourquoi je me dis ça? Déjà parce que de mon point de vue, à ce moment-là, c'est ce qui me donne le plus de chances de réussir l'atterrissage. Je sais très bien que si on continue vers la forêt, ça va mal se passer, parce que forcément, l'avion dans les arbres, à un moment donné, on va peut-être réussir à toucher le sommet des arbres de manière relativement douce, mais quoi qu'il arrive, il y a un truc contre lequel on ne pourra pas lutter, c'est la gravité. Et qu'une fois qu'on sera posé dans les arbres, la gravité elle va nous attirer vers le sol. Et qu'une fois dans la forêt, on va tomber littéralement, et entre les branches et la chute, on risque de se faire très très mal. Donc c'est une option que je rejette sur le moment. La banlieue parisienne, se poser au milieu d'un centre-ville, plein de bâtiments, de maisons, de buildings, de magasins, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, forcément, c'est pas une situation d'avenir. Donc je me dis, la seule option qui me reste, c'est peut-être la plus déconseillée, mais c'est celle qui, sur le moment, a les meilleures chances de réussite, c'est de faire demi-tour. Pourquoi je me dis ça à ce moment-là? En fait, il y a 3 raisons qui me mènent à cette décision. La première, c'est que, comme je le disais, on a déjà commencé le virage, juste avant que le moteur pète. Donc en fait, j'ai pas un demi-tour complet à faire. J'ai, on va dire, entre la moitié, entre 90 et 100 degrés de virage à faire. Ça me laisse une petite marge supplémentaire par rapport au demi-tour complet. La deuxième, c'est que, comme je l'ai dit, on a un vent dans l'axe qui est suffisamment léger pour pas m'empêcher de me poser avec du vent arrière, mais qui est suffisamment présent pour me repousser doucement vers la piste. Donc ça c'est pareil, ça va améliorer un petit peu ma pente de planée parce que pendant mon virage, je me fais repousser vers la piste. Donc même si mon avion ne plane pas, ne vole pas directement vers la piste, en fait la masse d'air, le vent est en train de me repousser vers le terrain. Donc ça c'est un petit peu de temps de gagner, de distance de planée de gagner, plutôt que de voler face au vent qui lui va avoir tendance à me faire descendre sur place. Et le troisième point, c'est que en fait, pendant tout ce temps, après l'exécution de la checklist et le temps que j'ai pris à réfléchir, alors on parle littéralement de quelques secondes,
À ce moment-là, on est sur 20 à 30 secondes après la panne. Je me suis rendu compte que mon moteur tourne toujours, il délivre très peu de puissance. Honnêtement, sur le compte tour, à ce moment-là, on a à peu près 1200, 1300 tours d'affichés. Après, c'est pas des régimes stables, comme je le disais. Le feeling qu'on a à bord de l'avion, c'est que le carburant s'enflamme à peu près un tour sur 3. C'est comme mettre des grands coups d'accélérateur, mais pas en continu. Sauf que ces petits coups d'accélérateur, à chaque fois qu'ils arrivent, ils créent quand même un petit peu de traction, ils redonnent un petit peu d'énergie à l'avion. C'est pas suffisant pour rester en l'air, mais c'est suffisant pour me tirer doucement vers le terrain. Donc à chaque petit coup de bélier, à chaque petit à-coup du moteur, ça me redonne un tout petit peu d'énergie, un tout petit peu de vitesse pour me ramener vers le terrain. Donc c'est pour ça que tout mis bout à bout, je me dis au moins autant tenter ça. De toute façon, il faut bien tenter quelque chose. L'idée c'est pas de croiser les bras et d'attendre la mort, clairement. Donc je me dis perdu pour perdu, autant tenter le demi-tour. Au moins j'aurais tenté quelque chose et puis avec un peu de chance ça va marcher. Donc je termine mon virage, je remets le nez vers la piste et en même temps je passe un message à la tour pour leur dire qu'on a une panne moteur et qu'on est en train de faire demi-tour pour se reposer. Petite anecdote, au moment où je passe mon message avec justement le stress etc, je pense pas forcément à annoncer le Mayday et je suis juste en train d'annoncer on a une panne moteur, on fait demi-tour, on se pose contre QFU, donc à contresens de la piste en service. Et là le contrôleur il me répond négatif, il y a un avion qui est en train de s'aligner, donc patientez, il décolle et après vous pourrez vous poser derrière. Et en fait, au moment où il parle, on entend qu'il est en train d'hésiter parce que je pense qu'il est en train d'intégrer au moment où il me répond que je viens de lui annoncer que j'ai une panne moteur. Donc peut-être qu'au début il a cru que c'était un exercice, mais au moment où il est en train de répondre, en même temps qu'il est en train de nous répondre, je pense qu'il il percute un petit peu de ce que je lui ai dit. Et du coup, moi je lui dis non, négatif, Mayday, on n'a plus de moteur, on a une panne moteur et on est en train de revenir et il faut qu'on se pose quoi. Donc au moment où je dis ça, je finis de m'aligner sur la piste, je vois l'autre avion qui est aligné en bout de piste, et petite info que je vous ai pas encore donnée, à Logne, la piste en dur, elle fait que 700 mètres. C'est vraiment pas beaucoup. De chaque côté, il y a des arbres, des hangars et des bâtiments, donc c'est vraiment dans un espèce de trou un petit peu dégagé, mais une toute petite bande de bitume. Du coup, je vois l'autre avion qui est aligné. Heureusement, il y a une bretelle de sortie juste après, donc il redégage tout de suite la piste. Et puis nous, on est en train d'arriver là-dessus. Avec tout ça, en fait, comme je disais juste avant, entre le moteur qui de temps en temps nous redonne un petit peu de puissance, nous redonne un petit peu de vitesse, avec le virage qui avait déjà été commencé, avec l'énergie qu'on a pu conserver et avec le vent qui nous repousse, je me retrouve très bien placé en fait sur la pente d'approche et j'ai même un petit peu de vitesse en excès. Donc sur le coup, avec le stress, je mets un petit peu de temps à réagir correctement. J'ai un petit peu de vitesse en excès sur le début de la finale, mais heureusement, il nous reste les volets, donc je commence à sortir les volets pour ralentir un petit peu et puis viser l'entrée de piste pour éviter de poser trop long, parce que comme je disais, il n'y a que 700 mètres de piste, donc si on touche pas en entrée de piste, il y a de grandes chances qu'on fasse une sortie de piste de l'autre côté. Et du coup, j'arrive à me poser, à faire la piste, on se pose correctement, on arrive à rouler, on dégage. Une fois dégagé de la piste, le moteur est toujours en route, il tourne toujours mal, mais il tourne toujours, il s'est pas arrêté, il n'a pas calé. Et une fois la piste dégagée, comme sur les rétex que j'ai pu vous expliquer dans les vidéos précédentes, c'est à ce moment-là où le stress vraiment retombe, où toute l'adrénaline retombe et où on commence à intégrer un petit peu ce qui vient de se passer. Donc évidemment, je vous cache pas que dans l'avion, moi je suis comme ça. Et justement, là, je réfléchis un peu. En fait, je regarde mon avion et je bug parce que je comprends pas ce qui se passe en fait. J'ai pas compris ce qui s'est passé, puisque initialement on a cru qu'on avait complètement perdu le moteur, qu'il était complètement arrêté, soit qu'il y ait une casse mécanique ou peu importe. L'autre petit facteur qui me vient en tête à ce moment-là, c'est qu'il y a eu des problèmes de contamination de carburant sur la plateforme la semaine précédente, et je me dis que si ça se trouve, on a fait le plein avec un carburant qui n'était pas clean, qui était contaminé, et du coup c'est ça qui a créé la panne en fait. Le carburant brûle mal, donc du coup le fonctionnement du moteur est altéré, on n'a pas le fonctionnement normal, et c'est ça qui nous a impacté. Sauf que le moteur continue à tourner quand je suis au sol. Alors encore un coup, il tourne pas bien du tout, c'est pas stable, le régime est très aléatoire, très fluctuant. Je revérifie un petit peu si j'ai rien oublié, quoi. L'idée qui me vient ensuite, c'est on a dû oublier quelque chose, on a dû faire une erreur. Soit la mixture est pas bonne, soit on est sur un réservoir qui est vide. Donc je regarde les deux jauges de carburant, les deux réservoirs sont pleins.
On l'avait vérifié pendant la prévol visuellement, hein, on avait ouvert les bouchons de réservoir pour vérifier qu'il y avait bien du carburant dans les réservoirs. Le sélecteur carburant, il est bien sur un réservoir. Sur le PA28, vous avez 2 réservoirs, un dans chaque aile, et vous avez un sélecteur manuel que vous basculez à peu près toutes les 30 à 45 minutes pour consommer un coup à gauche, un coup à droite. Vous ne pouvez pas consommer sur les 2 réservoirs en même temps, comme sur un Cessna par exemple. Là, sur le PA28, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc je vérifie ça. Il y a une possibilité où justement le sélecteur, il est à cheval entre 2 positions, et du coup, il alimente pas forcément bien sur l'un ou l'autre des réservoirs, ou ça aspire un peu d'air, ou peu importe, mais encore un coup, l'alimentation en carburant du moteur serait incorrecte, et c'est ça qui aurait créé la panne. Donc je regarde le sélecteur carburant, il est à la bonne place, je le retouche quand même, des fois qu'il y a un peu de jeu ou quoi que ce soit, il est bien en place, la pompe électrique, elle est bien sur on, et vu que ça n'a rien changé, c'est pas la pompe mécanique qui nous a lâché, hein, puisqu'il n'y a eu aucune différence entre avant ou après la pompe électrique, donc quoi qu'il arrive, la pompe mécanique fonctionnait. La mixture, elle est sur plein riche. Quand j'arrive au magnéto, vous avez 3 positions sur les magnétos, vous avez la gauche, la droite ou les deux. Donc la clé est bien sur les deux, et je me dis, je vais essayer de basculer sur l'une et sur l'autre. Et en fait, au moment où je passe sur une des 2 magnétos, alors je sais plus si c'était la gauche ou la droite, le moteur commence à vraiment caler là. Donc je passe sur l'autre magnéto, ça repart, et là ça tourne correctement. Et en revenant sur la première magnéto, il y a 2-3 petits à-coups, et le moteur commence à caler. Donc je remets sur la magnéto qui fonctionnait bien, et c'est là que je commence à comprendre qu'en fait le problème vient des magnétos. Donc on reste sur une seule magnéto pour rouler l'avion jusqu'au parking. On souffle 2 secondes, et puis après on prend un petit peu le temps de réfléchir, on prévient la mécanique, on leur explique le problème, etc. Après avoir inspecté l'avion et démonté les magnétos, on se rend compte qu'il y a une des magnétos qui était en train de lâcher, enfin qui avait lâché, qui fonctionnait plus correctement, et de temps en temps elle créait l'étincelle au niveau des bougies, donc c'est pour ça qu'on avait ces à-coups, que de temps en temps le moteur nous redonnait un petit peu d'énergie, un petit peu de vitesse, et c'est pour ça qu'on a eu cette énorme perte de puissance. En plus du fait que apparemment la magnéto était désynchronisée, donc en fait elle créait une étincelle quand il fallait pas la créer. Il y avait du coup conflit avec la deuxième magnéto, bref, ça enflammait le mélange quand il fallait pas l'enflammer, ça l'enflammait pas quand il le fallait, et c'est pour ça que le moteur était secoué dans tous les sens, ça fonctionnait plus du tout comme ça aurait dû. Donc voilà, encore une fois, une situation qui se termine plutôt bien, dans le sens où on n'a pas cassé l'avion, personne n'est blessé et surtout personne n'est mort. Ça aurait pu mal se finir, comme je disais, hein, si la panne était arrivée plus tôt, on n'avait clairement aucune chance de réussir à se poser. La seule option qu'avait le taux de réussite le plus élevé après réussir à se poser sur la piste, c'était, comme je l'ai dit juste avant, de se poser dans la forêt. Pour la petite info, si jamais c'est la seule solution que vous avez, qu'il n'y a pas de champ disponible, qu'il n'y a pas de route, qu'il n'y a pas de piste d'atterrissage, si vous êtes dans cette situation d'avoir une panne moteur et d'un avion qui peut faire que du vol plané, que vous avez que de la forêt, l'idée c'est de venir faire décrocher l'avion au ras de la cime des arbres. Donc vraiment de faire une approche comme si le dessus des arbres c'était le sol, et de faire votre arrondi au-dessus des arbres, au-dessus de la cime des arbres, et de faire décrocher l'avion juste au-dessus. L'idée, c'est de profiter des branches pour rattraper l'avion. Après, dépendamment du type d'arbre au-dessus duquel vous arrivez, si c'est un bois qui est plutôt souple ou plutôt dur, plutôt cassant, plutôt fin, etc., évidemment, ça va énormément changer l'issue de cet atterrissage, entre guillemets, dans les arbres. Et puis surtout, la densité des arbres et des branches va jouer énormément. En fait, là, grosso modo, soit vous allez rester accroché dans les arbres, et là, le problème, c'est comment descendre. Alors, si vous êtes accroché à 2 ou 3 mètres, il y a encore moyen de sauter de l'avion, peut-être en se foulant une cheville, mais vous pouvez descendre. Maintenant, si vous êtes perché à 10, 15, 20 mètres, descendre de l'avion, ça va vite être compliqué. L'autre problème, c'est que forcément, ça va être une position un petit peu précaire, un petit peu bancale, et à tout moment, l'avion peut casser les branches, enfin les branches peuvent casser, et l'avion peut tomber. Et puis l'autre risque, c'est que au moment où vous êtes dans les branches, l'avion soit tombe directement vers le sol. S'il reste droit, j'ai envie de dire, ça va limiter potentiellement les dégâts, mais si jamais il bascule et que vous vous retrouvez avec l'avion à l'envers et coincé en dessous sans pouvoir sortir de l'avion, bon là, c'est pareil, c'est pas forcément une situation d'avenir. Donc voilà, c'est pour ça que moi, essayer de me poser dans la forêt, c'était pas une idée sur le moment qui m'a vraiment séduite, et que j'ai tenté autre chose. Comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, ce qui compte dans ce genre de cas de figure, c'est le résultat. Je vous cache pas qu'il y a forcément eu des gens qui sont venus critiquer, qui sont venus parler, qui m'ont dit t'es complètement malade, pourquoi t'as fait demi-tour, faut surtout pas faire ça, en plus tu te rends compte, t'es instructeur, tu montres ça à l'élève. Ma réponse c'est ouais, mais sauf qu'on est vivant quoi. Donc partant de là,
Comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, ce qui compte, c'est le résultat. Oui, j'ai pas fait ce qui est écrit dans le bouquin, parce que ce qui est écrit dans le bouquin, c'est ce qui donne le maximum de chances de réussite dans peut-être 98-99,9% des cas. Là, on était dans le 1 ou le 0,1% où ça marchait pas. Ou en tout cas, où ça avait moins de chances de marcher que les autres options. Comme je l'ai dit, se poser au milieu de la ville, c'était pas possible, hein. Enfin, je veux dire, vous avez tous, je pense, une bonne idée de à quoi ressemble la région parisienne. C'est extrêmement dense en termes de bâtiments et de construction, donc c'est impossible, même sur une route, même dans une rue, c'est impossible de se poser, et quand bien même, ça aurait fait probablement des gros dégâts au sol, voire probablement des victimes. Sans me jeter des fleurs ou essayer de jouer les preux chevaliers, quitte à me cracher, je préfère essayer de pas tuer d'autres personnes qui n'ont rien demandé et d'éviter de leur coller un avion sur la tronche, quoi. J'espère que ça n'arrivera jamais, mais si jamais un jour je devais me retrouver dans une situation où il n'y a pas d'issue positive possible, le but ça sera plutôt d'essayer de cracher l'avion dans une zone inhabitée où je ne ferai pas d'autres victimes, plutôt que d'essayer à tout prix de me poser quelque part pour sauver ma peau, mais en tuant 3 ou 4 personnes au sol, quoi. C'est pas une option qu'on choisirait naturellement, enfin, je pense. Après, encore une fois, hein, face à la mort, on sait jamais vraiment comment on va réagir, ou face à un danger imminent en tout cas, on sait jamais vraiment comment on réagirait. Moi pour le coup, là, le danger imminent, j'ai une bonne idée de comment j'ai réagi, mais voilà. Donc, comme je disais, la seule autre option, ça aurait été de se poser, ou en tout cas d'essayer de se poser dans la forêt, compte tenu du type de forêt que c'était, je pense pas que ça se serait bien fini quoi qu'il arrive. Pour le coup de l'autoroute, comme je l'ai dit juste avant, bah si ça vous arrive, encore une fois je vous le souhaite pas, mais se poser dans le sens du trafic, et comme j'ai dit, hein, vous inquiétez pas pour le trafic, quand ils vont voir passer l'avion, les gens vont freiner, parce que bah, forcément, ne serait-ce que par la surprise, ils vont freiner, et bah, si possible, essayez de vous poser là où il y a le moins de trafic évidemment, mais attention à la signalétique des routes, vous savez les grandes arches avec les panneaux sur les autoroutes là, moi c'est ce qui m'a empêché de le faire sur l'autoroute à ce moment-là, gardez ça à l'esprit, ce serait dommage de maximiser vos chances et de bien gérer le vol plané pour finir dans un panneau de signalisation, alors que peut-être il y a un champ à côté ou, comme j'ai eu moi, le terrain qui est juste à côté. Donc oui, le demi-tour, c'est quasiment jamais la bonne idée. Il se trouve que dans ce cas-là, c'était la seule option viable, en tout cas celle qui avait le plus de chances de réussite. Le fait est qu'elle a réussi, mais encore un coup, et j'insiste là-dessus, hein, je suis pas en train de vous dire que si ça vous arrive, il faut penser au demi-tour, sauf si vous êtes au-dessus de 1000 pieds et que vous êtes à distance de planer, que vous pouvez rejoindre l'aéroport. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que j'ai eu la chance ce jour-là qu'il y ait plusieurs conditions réunies pour me permettre de réussir cette manœuvre-là. Encore une fois, le vent qui me repoussait vers le terrain, le moteur qui n'était pas complètement mort au final, et le fait qu'on avait déjà commencé le virage et qu'on n'avait pas tout le virage à faire. On avait fait la moitié du boulot, en gros, avant que le moteur nous lâche. Donc tout ça mis bout à bout, ça fait que j'ai réussi à faire le demi-tour et à me poser sur la piste. Si le moteur nous avait lâché avant le virage, je suis pas sûr qu'on aurait pu rejoindre la piste, parce que le 180 degrés à faire, avec un PA28 qui plane comme un fer à repasser, c'est pas garanti qu'on aurait réussi à faire la piste. Donc voilà, j'espère que, encore une fois, ce petit retour d'expérience vous servira, vous aura intéressé, voire vous servira. Enfin, je vous le souhaite pas que ça vous serve, mais bon, au moins vous avez l'info. Et si jamais vous vous retrouvez dans une situation similaire, bah au moins vous avez un petit peu ce partage d'expérience qui pourra vous permettre de choisir vos options, de trouver une solution la plus adaptée à la situation à un moment donné. C'est exactement pour ça que je fais ces épisodes de Retex. Comme je vous l'ai dit, il y a un dicton dans l'aviation qui dit « Profite des erreurs des autres, tu vivras pas assez longtemps pour toutes les faire ». Bah, c'est exactement ça. Si moi je peux vous partager des événements qui me sont arrivés pour que si vous vous retrouvez dans une situation similaire, vous ayez des éléments justement pour prendre une décision encore plus rapidement. Comme je l'ai dit, hein, le fait d'avoir exécuté la checklist pas de moteur aussi rapidement, bah là aussi ça a compté dans la réussite et dans le fait que j'ai pu rejoindre le terrain. Si j'avais mis plus longtemps, mon avion se serait retrouvé plus bas et j'aurais peut-être pas pu faire la piste. Donc voilà, j'espère que ça vous aura servi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, bah vous connaissez la chanson, hein, le petit pouce de YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bah n'attendez plus, cliquez sur le bouton. N'oubliez pas la petite cloche des notifications pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.